Derrière le marbre vous est présenté par Baseball Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation de ce 11e podcast Derrière le marbre. On a eu toutes sortes d'invités depuis nos débuts, on a touché à toutes sortes de sphères, mais c'est toujours plaisant de pouvoir parler à des joueurs et encore plus à des joueurs qui n'évoluent pas avec les Capitales de Québec, des gars qu'on connaît dans la région de Québec, mais qui évoluent avec une autre formation. Et notre invité aujourd'hui, c'est le numéro 14 des Aigles de Trois-Rivières, David Laude, qui est avec nous. Salut David! Salut François! Ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, ça va bien. On m'a dit que tu étais quelqu'un qui avait quand même la parole assez facile, qui s'exprimait bien. C'est pas quelque chose qui te fait peur de faire un podcast? Non, pas en tout. J'ai la parole facile. La première question, David, que je veux te poser, puis j'ai posé la même question à tous mes invités depuis le début. Ta passion du baseball, ça vient de où? T'es-tu un mordu de baseball depuis que t'es tout jeune? Depuis que je suis tout jeune, mon père, il jouait pour les Orioles d'Annecy dans le senior. Okay. Quand moi je suis né, fait que quand j'étais jeune, j'avais 2 ans, après les parties, à chaque partie, j'allais souvent avec ma mère, parce que ma mère aussi, elle adore le baseball. Puis après chaque partie, mon père, il me lançait des balles, je frappais, puis je lançais. Fait que depuis que j'ai 2 ans, je suis dans le monde, depuis que je suis né, je suis dans le monde du baseball. Puis quand je vois, après les matchs au Stade Canac, des fois, je vois Jean-Philippe Roy avec son garçon, et en tout cas, il y en a plusieurs sur le terrain, ça doit te rappeler des bons souvenirs. C'est la même chose que je faisais avec mon père à chaque fois. Après chaque partie, j'allais après, puis je me lançais, puis je frappais, puis... Avant qu'on rentre en ondes, tu m'as dit, parce que moi j'étais convaincu que tu étais né à Charlebourg, mais tu m'as dit non, je suis né à Montréal. Ouais, à quel endroit exactement? L'hôpital Maisonneuve-Rosemont. OK. Puis tu as grandi dans le secteur de? La Rive-Sud. Saint-Hubert, coin proche à Longueuil. OK. À quel âge tu arrives à Québec? Puis pour quelle raison tu arrives dans le coin de Charlebourg? Mon père, il travaillait dans l'informatique. Puis avec ses collègues, ils ont vendu leur compagnie. Okay. Puis il avait le choix d'aller soit à Laval ou à Québec. Puis il a décidé à Québec. La meilleure décision de sa vie. Moi, j'adore la ville. Puis on est arrivé, j'avais 11 ans. On est arrivé en 2004-2005. Donc, tu as encore quand même des souvenirs de ta jeunesse. Tu t'es resté jusqu'à 11 ans? Oui, plus ou moins. Plus ou moins? Oui, plus ou moins. Je parle encore avec quelques personnes de Montréal, mais toutes mes amis que j'avais quand j'étais jeune à l'école, je parle plus vraiment. Mais j'ai encore des petits... Je me rappelle aller au stade olympique, aller voir les expos. Ça, je m'en rappelle. Quand on a vu Vlad la semaine passée, ça faisait un petit pincement au cœur. Je l'ai vu frapper des circuits, puis j'étais allé là. Fait que c'était vraiment... On s'est probablement déjà croisés dans un corridor au stade olympique sans se connaître. Tu arrives ici à 11 ans. Évidemment, c'est comme une nouvelle vie qui commence. À quel point le sport t'a aidé peut-être à te faire des amis puis à te faire une nouvelle vie? Oui, tu sais, t'arrives, tu sais pas trop. Puis je suis arrivé au milieu de l'été, mais je jouais encore au baseball à Montréal. Fait que ça a commencé à avoir des amis quand j'étais recommencé au hockey. Okay. Quand j'étais allé au hockey, là, j'avais du monde qui était à côté de chez nous, puis là, on commence à parler, puis tout. Puis après là, le baseball, puis ça juste... Tous mes amis que j'avais quand j'étais le plus jeune, c'était tous des sportifs, des joueurs de hockey, des joueurs de baseball. Puis ça a été vraiment plus facile. Et tu as parlé de ton père qui joue au baseball. Tu as une famille de sportifs, de gens qui aiment le sport? Oui. Mes grands-parents, ils viennent à... quasiment tous les games à Trois-Rivières. Ah, oui. Ouais. Eux autres, ils viennent de Montréal encore. Ils habitent encore à Montréal, ils viennent à toutes les parties. Même des fois, ils viennent... mon grand-père est venu l'année passée au New Jersey. Ah. Ouais, fait que il me voyage partout. Quand j'étais au Missouri, il venait aux États-Unis me voir jouer. Fait que il suit tout. Puis j'imagine que quand les Aigles viennent jouer à Québec, c'est un luxe parce que là, il y a beaucoup de gens qui viennent te voir. Tu as ton petit fan club à toi. Oui, exact. Mais à chaque partie, environ une quinzaine de personnes qui viennent. Mes amis que j'ai joué au hockey, j'ai joué au baseball, que j'étais allé à l'école, des amis de mes parents. Tout le temps un grand fan club. Mais ce qui est spécial, c'est que tu as joué ici, évidemment, dans l'uniforme des Diamants. Sans se faire de cachette, il y a beaucoup moins de monde dans les matchs juniors. Donc là, tu reviens au stade, il y a beaucoup plus de monde, mais là, ils ne prennent pas pour ton équipe. J'imagine que le feeling est un petit peu différent. Puis le vestiaire n'est pas le même non plus pour les visiteurs. Non, mais moi, avec les Diamants, on avait le même vestiaire que les Diamants. C'est vrai. Je prends le même locker que j'avais quand j'étais avec les Diamants. Fait qu'il y a pas de... Je suis pas dépisagé là, mais c'est vrai que quand tu arrives, puis au lieu d'avoir 100 personnes, dont 50 personnes que c'est tes parents, ta famille, puis là t'arrives, puis 3000 personnes des fois, là, ça fait bizarre. Ou quand tu te fais striker, le monde applaudit, c'est comme wow! Qu'est-ce qui se passe? Puis quand tu joues à Trois-Rivières, même si c'est pas identique, il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux stades qui ont été construits à peu près la même année. Oui, exact. À l'intérieur, c'est tout pareil. Les dugouts sont un peu différents. Un petit peu plus beaux ici.
je vais l'avouer. Mais ils travaillent sur le terrain, puis je pense qu'ils ont des beaux projets pour l'avenir. Et je sais qu'à Trois-Rivières, pour y être allé plusieurs fois, vous avez je pense un vestiaire qui est fantastique. Vous avez un endroit qui est vraiment à vous, qui est très, très grand. Bureau des entraîneurs qui est pas loin. Je pense que vous êtes bien équipés pour être heureux. Oui, on est très bien traités. On a la nourriture tout le temps. Puis même que cette année, ils ont acheté des nouveaux divans. Ils vont mettre des TV pour qu'on puisse regarder la TV. Puis ils sont en train de vraiment nous mettre à notre aise. Puis on est vraiment, vraiment bien traités à Trois-Rivières. Je reviens sur ta jeunesse dans le coin de Charlesbourg. Est-ce que tu fais partie de la génération baseball été puis hockey l'hiver? Oui. Parce qu'on m'a dit que tu étais un gardien de but. Oui. Oui, j'ai gaulé jusqu'à temps que j'avais environ 18 ans. Quand j'étais allé aux États-Unis, j'ai arrêté parce que... Tu avais un choix à faire aussi. Oui, puis l'hiver, j'étais aux États-Unis, fait que je pouvais pas gauler là-bas. Mais si j'avais été dans une université de 2 sports, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais il n'y avait pas de hockey. T'étais-tu pas pire? Je me débrouillais. Ouais. J'étais juste petit quand j'étais jeune. Fait OK. j'ai jamais vraiment fait, mettons, rendu Pee-Wee, j'ai jamais fait le Pee-Wee 2A. J'étais Pee-Wee 2C, j'étais la deuxième catégorie tout le temps. Là. OK. Puis midget, j'ai commencé à dire, je vais jouer pour le fun. Fait que j'ai joué midget up. Puis comment t'as fait pour te retrouver comme gardien de but? As-tu essayé comme défenseur, joueur d'avant, ou t'es-tu retrouvé par défaut comme gardien de but? Non, mais quand j'étais jeune, j'étais un joueur. Mon père, lui, il jouait aussi au hockey. Donc, j'étais joueur, puis de ce que mon père disait, c'est que je scorais beaucoup de buts. Mais à un moment donné, tu sais, quand t'es mag, tout le monde goal. Oui, chacun leur tour. Puis je pense que qu'est-ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je goalais, on gagnait. Fait que j'étais comme crime, j'aime ça gauler, tu sais, on gagne. Fait que là, par défaut, j'ai dit que je voulais gauler, mais je sais pas si avec du recul, je gaulerais encore ou je jouerais. Je sais pas, si tu scorais des buts, c'est quand même le fun. Ben oui, puis que tu l'as mentionné, parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était chacun notre tour, qu'on allait garder les buts. Puis là, à un moment donné, puis c'est très jeune qu'il faut que tu choisisses. Là, novice, peut-être première année à tombe, sinon, mais souvent, c'est même pas toi qui va peut-être prendre la décision finale non plus. Défaut, mais ça a juste venu de même, puis j'aimais ça. J'adorais ça, à chaque fois, je voulais gauler. Fait que par défaut, j'ai fini l'année comme goaler, puis rendu à tombe, je gaulais, puis... Après ça a continué. Ça a continué. Comme joueur de balle, évidemment, aujourd'hui, tu joues chez les pros. Quand tu étais plus jeune, 11-12 ans, quand tu arrives dans la région de Québec, es-tu un bon joueur? Je sais qu'on m'a dit que tu étais un mordu de balle. Est-ce que tu étais un bon joueur? J'étais vraiment bon en défensive. Okay. Ça, j'avais pas de bras parce que j'étais petit, je pesais même... J'étais arrivé à Québec, je pense que j'étais 4 et 7, 80 livres. Okay. J'étais petit. Fait que je jouais tout le temps au deuxième but. Je pouvais pas jouer à la réco, je me rendais pas au premier but. Mais non, j'étais quand même vraiment bon comme frappeur. J'adorais frapper la balle au champ posé. Ah. Ouais. Ce qui est rare chez les jeunes joueurs. Ouais, non, c'est ça. J'étais pas capable de tirer la balle. Mon swing faisait que j'étais pas capable de tirer la balle, puis j'allais tout le temps au champ posé quand j'étais jeune. Mais sinon, j'étais rapide. J'étais très rapide quand j'étais jeune. J'étais petit, fait que je faisais des petits... comme un petit... Puis c'est ça. Ouais, je pense que je me débrouillais. Puis je sais que dans ta jeunesse, tu mentionnes que tu n'es quand même pas un mauvais joueur de balle, mais tu as quand même eu des échecs dans le sens où première année midget 3A, des choses comme ça. Explique-moi un peu le processus, parce que j'en ai parlé un petit peu à Jean-Philippe Roy, puis il m'a dit, tu sais, David a toujours été un bon joueur, mais il y a eu à subir, puis parfois quand tu es dans les meilleurs, puis tu n'as jamais vécu ça de ta jeunesse, c'est plus difficile, mais tu arrives, par exemple, au midget 3A, puis la première année, tu n'avais pas fait l'équipe. Non, c'est ça. Dans ma première année midget 3, j'étais pas encore, j'étais peut-être 5 et 7, 5 et 8. J'étais pas encore. Moi, j'ai grandi quand j'avais 17, 18 ans. Et c'est quoi tes mensurations aujourd'hui, juste pour les gens qui nous écoutent? 5 et 11, 190, 12 ans. OK, parfait. Mais quand j'étais jeune, peut-être 5 et 6, 5 et 7, j'étais pas encore Puis, cette année-là, c'est Charlesbourg. Ouais. Les Condors, c'était Dave Dufault qui coachait. Puis, cette année-là, il y avait du monde partout à l'avant-champ. Il était blindé. Ouais, là. c'est ça. Il y avait du monde partout. Puis, quand il m'avait rencontré pour la dernière coupure, parce qu'il m'avait laissé tout le camp, parce qu'il m'a dit que j'étais assez bon pour faire l'équipe, mais il m'a dit si tu joues avec nous autres, tu vas frapper 9, tu vas jouer peut-être dans le champ, tu joueras pas, mettons, à les positions que nous autres on verrait dans les années futures, ou même pour être meilleur à 20, 22, 23 ans. Fait que, il m'a dit tu vas être l'arrêt-court, tu vas frapper 3, puis tu vas lancer une game sur 4 dans le Jet Espoir. Fait que, pour moi, j'ai dit merci. Ouais. Parce que ça a fait qu'au lieu de pas jouer, j'ai joué toutes les games, puis j'ai pas débarqué du terrain, puis j'ai eu des présences au bâton, ça m'a donné de la confiance, puis ça m'a juste donné
permis de m'améliorer encore plus. Et tu as parlé de lanceur. Est-ce que tu as Ouais. continué à lancer quand même un petit peu dans ta carrière? J'ai lancé jusqu'à junior. Ouais. Ouais, j'ai lancé midget 3, même que j'étais lanceur partant, puis ça allait super bien. Mais rendu junior, ça a commencé à moins bien aller. Ma dernière sortie, mettons, j'ai accordé un grand chelem au stade. Ouais, Puis après ça, tu t'en rappelles, hein? Ouais, je m'en rappelle, un grand chelem. Puis tu sais, le stade junior, il n'y a pas grand monde qui frappe avec des bâtons de bois, des circuits. Fait que c'est assez frappant. Ça a été ma dernière sortie dans le junior, un grand chelem. Fait que depuis ce temps-là, j'ai jamais lancé. Puis, tu es devenu un joueur d'arrêt-court à temps plein. C'est vraiment c'est ton poste que... Je sais pas, je peux dire ton poste que tu aimes le plus ou le poste que tu as joué le plus souvent? Pour elle, non. C'est au deuxième but. Au deuxième but? Ouais, au OK. deuxième but. Midget 3, ouais, j'ai joué à l'arrêt-court. Ouais. Junior, j'ai joué à l'arrêt-court. Mais quand j'étais jeune, Bantam, Pee-Wee, Moustique, Atome, je jouais juste au deuxième but. OK. Ouais. Fait que, puis quand j'étais arrivé au collège, j'ai joué au deuxième but. Puis chez les Aigles, tu es rendu un joueur de deuxième Là, but, puis ouais. tu t'es promené quand même un Ouais, peu non, c'est ça, au ben, début de ta carrière. Oui, l'année passée, j'étais arrivé, j'ai joué à l'arrêt-court toute l'année. Oui. Puis cette année, avec TJ, on avait parlé comme que j'étais plus un joueur d'utilité, que j'allais voir peut-être en champ au deuxième but, à l'arrêt-court, au troisième but. Mais ça a bien été, j'ai eu des bonnes performances, donc pour l'instant, je joue au deuxième but pas mal à tous les jours. Et on en reparlera un petit peu des Aigles un petit peu plus tard, mais je peux définitivement dire aux gens qu'il y a une complicité entre toi et Sam Dexter au milieu de la banche. Je pense que les deux, vous entendez très bien. Puis, tu sais, pour l'avoir vécu avec les Capitals, entre autres avec Malo et Mandoulé, c'est important que les deux joueurs au milieu de la banche s'entendent très bien. Oui, ben, on communique beaucoup. On se parle après, même en dehors du terrain, on se parle tout le temps, on parle beaucoup de baseball, puis on s'entend super bien. Puis la communication est facile, on pense pas mal la même chose tout le temps. Tu sais, sur, mettons, un frappeur adverse arrive dans. Tu sais, on a même plus besoin quasiment de se regarder, puis on sait déjà qu'est-ce qui va arriver, puis qui prend le but pour le vol de but, ou on se fait se tasser un peu plus par là. Okay. On bouge tout le temps ensemble, puis on communique beaucoup. Je vais revenir tantôt sur les Aigles. Je veux juste continuer sur ton parcours. Tu arrives au midget 3. Là, ensuite, évidemment, l'étape suivante est toujours un peu plus grande. C'est le junior. Ouais. Tu as été un des premiers choix au repêchage des diamants. Comment ça se passe à partir de là? Est-ce que tu t'attendais à tout ça? Est-ce qu'au midget 3, ça allait assez bien pour dire oui, je pense que je vais devenir un premier choix ou un joueur d'impact dans le junior? Ben après, je pense que je me suis fait repêcher à 17 ans. Je pense que c'est la deuxième année. Mais la deuxième année, j'avais fait comme un mois les ailes du Québec. Oui. Comme l'ABC. Oui. Puis j'avais une année quand même assez difficile. Parce que quand j'avais été coupé des ailes, j'avais revenu. Puis j'avais eu un peu de misère à revenir tout. Mais quand j'ai fait repêcher, je connaissais beaucoup de JP. Puis JP, on en parlait beaucoup. Mais qu'est-ce qui m'aidait beaucoup, c'est que j'étais capable de jouer. Mais j'étais capable de lancer aussi. Fait que ça faisait que c'était peut-être un petit luxe pour les diamants qui disaient que j'allais être un joueur polyvalent plus tard. Puis ça a donné une belle claque dans le dos. C'est vraiment fun. Et tu as parlé de JP Roy. Je fais juste une petite parenthèse. Je sais qu'évidemment, vous êtes côtoyés beaucoup, mais tu l'as côtoyé dans différentes situations. Puis même à un certain point, je veux dire, tu l'as côtoyé quand tu étais joueur, mais là, ensuite, tu t'es joint au groupe d'entraîneurs avec les gens du programme de sport-études. Donc, des gars comme TJ, comme JP, tout ça ont aussi été des collègues de travail. Là. Ben, JP, ça a toujours été mon boss. Oui, c'est vrai que c'est mon collègue de travail, mais techniquement, c'est mon boss. Là, mais non, c'est ça, mais tu sais, quand moi j'étais jeune au sport-études, il y avait tout le temps des joueurs, mettons Marlo qui coachait, Carl qui était mon coach de lanceur, TJ qui était mon coach de lanceur. Fait que pour moi, en plus, qui était encore à l'université, juste, c'est dur de trouver une job que tu vas à l'école puis tu travailles le soir. Puis je voulais toujours. Moi, j'adore le baseball. Je suis mordu du baseball. Je parle de baseball de 8h à 8h le soir. Puis quand je me couche, on parle de baseball. Des fois, ma blonde, elle n'aime pas ça. Mais, bienvenue dans le club. Oui, exact. Mais j'adore voir les jeunes puis donner au suivant. J'aime ça, coacher les jeunes, sont passionnés de baseball, puis juste transmettre ma passion, j'adore ça. Et tu parles parce que, évidemment, moi aussi, je suis un passionné de baseball, mais est-ce que le baseball majeur t'intéresse aussi? Je le suis moins. Okay. Je suis moins parce qu'à tous les jours, on joue. Fait que je le suis. Tu vas voir les faits saillants en arrivant à la maison. Sport 30 ou TVA Sport, un des deux. Je vais souvent aller les voir, mais je sais c'est qui les bons joueurs, je sais c'est qui les recrues, tu vois ça passer sur les réseaux sociaux, mais je suis pas tant que ça. Puis quand tu t'as parlé, je sais que tu as parlé de Vladimir tantôt, mais est-ce que tu avais un idole de jeunesse à qui tu te comparais quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, c'était Vlad que je voulais devenir. Il frappait des circuits, il avait un bras canon, il volait des buts. Il y avait tout. Il y avait tout. Puis plus que je grandissais, plus que j'ai découvert Derek Jeter. Oui.
sais, c'est dans le temps que moi, j'avais 12, 13, 14 ans, toute ma jeune adolescente. Mais juste comment il jouait était intense à tous les coups. Ça a été un des meilleurs ou même peut-être le meilleur joueur d'arrêt-court de l'histoire, mais je l'adorais beaucoup. Je regardais tout ce qu'il faisait. T'sais. En plus, qu'est-ce que je me disais? Oui, j'étais gaucher, lui était droitier au bâton, mais il m'a beaucoup frappé la balle au champ posé. Fait que je me voyais un peu dans lui. J'essayais de voir, ok, il garde les mains à l'intérieur, il frappe ça au champ posé, puis même il est capable de la tirer des fois. Hein, ben, je regardais beaucoup comment il jouait, puis à l'arrêt-court, c'était phénoménal. Fait que de temps en temps, tu t'essayais à l'arrêt-court un petit gant renversé en sautant vers le champ extérieur. C'est juste, j'avais pas le bras à Derek Jeter, fait qu'il fallait que je plante mes pieds et que je lance au premier but. J'étais pas capable de le faire. C'était c'est comme son geste qu'on connaissait, qui était très bon à faire, puis que plusieurs ont essayé d'imiter, mais très peu ont réussi à faire. Exact, même ses souliers ou ses spikes, il y a même le signe avec lui qui lance comme Derek Jeter. C'est rendu ça sur tous ses vêtements. Là. Ah, c'est bon, ça, je savais pas ça. Bon, on parlait de junior. Tu as joué au niveau junior. Les gens me disaient probablement un des meilleurs joueurs juniors qui a joué chez les Diamants. Puis prends le compliment, je te le donne. Merci. Parce que, tu sais, un peu comme tu viens de dire, moi, avec le baseball, la Can-Am, j'ai pas la chance de voir du baseball junior à peu près jamais. Fait que, tu sais, on connaît pas toujours les jeunes. On y va avec l'opinion que les jeunes nous disent. Puis on m'a toujours dit que David Lode a été un des meilleurs qui est passé. Comment tu as apprécié ton séjour chez les juniors? Ça a-tu été une expérience qui a été très positive pour toi? Ben oui, parce que moi, quand je suis arrivé junior, il y avait... Je sais pas, tu as dit que tu n'avais pas vraiment suivi les juniors, mais il y avait des Joe Paquette. Ouais. Il y avait des Jonathan Gilbert, Alexandre Villeneuve, des Jean-Sébastien Pouliot qui étaient là. Eux autres à 22 ans, quand moi, j'étais arrivé en série avec eux. Fait que tu sais, juste les voir jouer, juste... tu sais, puis... je pense qu'il y avait eu une blessure, fait que j'avais joué toutes les séries au troisième but, j'avais 18 ans, j'étais toute nerveuse, j'avais 22 ans, puis juste les voir, m'encourager, puis donner comme des exemples, comment ils jouent intense, puis mais j'ai quand même été chanceux, on a toujours eu des bonnes équipes, puis nos directeurs généraux puis nos coachs ont vraiment formé un bon groupe, un bon noyau qu'on a suivi pendant mes 4 années, fait que c'était vraiment le fun, puis j'étais bien entouré. Tu n'as pas été repêché dans le baseball majeur, mais c'était-tu quelque chose que tu souhaitais? Ça a-tu été une déception pour toi? Oui, une déception, parce que tu t'attends. Tu avais un espoir. J'avais un espoir, parce que j'avais quand même eu des bonnes saisons à Missouri, mais quand ça n'a pas été, je savais que JP m'avait dit qu'il y avait peut-être des chances de jouer avec les Capitals ou les Aigles. Fait oui, ça a été une déçue, mais je joue encore. Puis à chaque jour, pas tu t'approches du rêve, mais le rêve est encore là. Si je connais des bonnes saisons, puis je m'améliore encore, mais il y a peut-être une possibilité un jour de peut-être toucher au baseball affilié. Puis tu as seulement 23 ans? Oui, exact. Encore jeune, très jeune. Le plus jeune de mon équipe. Ah oui, c'est bon, parce que je sais que c'est les Capitals, c'est Hanchak qui est le plus jeune. Oui, lui, c'est comme moi l'année passée. Oui, c'est vrai. Il est arrivé après les collèges américains, puis... Puis le parallèle est bon parce que, petite parenthèse, Hanchak est venu à Québec de ses propres moyens. C'est un gars qui était même pas, qu'on disait qu'il faisait pas partie des plans. Finalement, c'était une belle surprise. Tu as vécu un peu la même chose avec les Aigles, dans le sens où tu arrives là, on reparlera peut-être du processus, comment il est arrivé là, mais je veux dire, les gens n'avaient pas nécessairement d'attente. Puis même à un certain point, des fois, les gens vont dire, c'est un Québécois, on va le prendre. Mais finalement, c'est ça. Mais les performances sur le terrain ont fait en sorte que tu as eu le respect des amateurs puis de tes coéquipiers. Oui, exact. Je suis arrivé, puis en cas de blessure, fait que t'es comme Québécois, il est proche, fait qu'on va le prendre, on va l'essayer. Mais en plus, TJ m'a donné ma chance. Puis après un match ou deux, il me dit, regarde, tu vas jouer là, puis... c'est une belle marque de confiance. Oui, exact. Dès le début, il m'a mis en confiance, puis il m'a donné le go, puis prend des risques, puis joue comme t'es capable, puis c'était vraiment le fun. Tu as parlé de Missouri tantôt. Je veux que tu me parles un peu de ce qui s'est passé après ta carrière junior. Tu n'es pas repêché, mais tu es allé jouer au baseball aux États-Unis. Oui, ça c'est pendant mon junior. OK, pendant mon junior, oui. Je pense que je suis parti... après Midget 3. OK. Fait que les 4 années juniors, j'étais aux États-Unis. C'était à quel endroit exactement? La première année, j'étais à Monroe College à New York, dans le Bronx. Parce que là-bas, le coach est Luis Melendez, qui a joué, bon contact exact, qui a joué avec Pat Calvini avec les Capitals. Donc, à chaque année, il donne des chances aux Québécois et tout. Puis, j'étais allé là un an. OK. Aimé mon expérience. Différentes cultures, beaucoup de personnes, beaucoup des gens de la République dominicaine. On n'était pas beaucoup, on était juste 4 Québécois. Puis j'étais vraiment pas bon en anglais. Ah ouais, c'était ça ma prochaine question. Ils disent le language barrier, il était grosse. Fait que j'avais surtout qu'en plus, eux autres parlent espagnol.
Fait que même, il parlait anglais, espagnol. Moi, je parlais français, anglais. Fait que c'était pas un bon mix. Mais après ma première année, j'ai quand même eu une bonne année. Puis, il y a un coach du Missouri qui venait tout le temps à New York parce que sa fille était là. Fait qu'il venait voir les junior college alentours. Puis, il demandait pour des lanceurs et des catchers. Puis quand il était venu, nous autres, c'était comme 4 jours, le jour du souvenir. Fait que moi, j'étais même pas à New York. J'étais avec la famille. Puis quand j'étais revenu, là, ils ont dit, ouais, on a besoin d'un deuxième but, on a besoin d'un arrêt-court. Puis Louis avait pensé tout de suite à moi parce que je voulais être génie civil. Ouais. Fait qu'il y avait comme un programme qui ressemblait à l'université là. Fait qu'il a pensé tout de suite à moi. Puis là, on a commencé à se parler tout le mois de mai-juin, puis j'ai signé au mois d'août, juste avant de partir. Donc, tu as passé 3 années ensuite à... Ouais, 3 années. C'est-tu Central, Missouri? Non, c'est Western. Western, Missouri. Non, pas Central. On les aime pas, c'est légal. Ouais, j'imagine, mais parle-moi de cet endroit-là. Premièrement, est-ce que tu as aimé le Missouri? J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré le Missouri. Je trouve que c'est quand même comme Québec. Tu sais, je veux dire, les gens sont relax, les gens... sont dehors. Ça n'a pas un choc culturel comme à New York. Non, c'est toute la vie est rapide. C'est vrai. Puis je suis allé à Kansas City, moi, puis que j'avais adoré que les gens d'ailleurs aimaient beaucoup tout ce qui était barbecue. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Ça, je m'ennuie de ça. Oui, il y avait des bons barbecues. Je sais pas si t'es allé au Oklahoma Joe's. Là. Non. Renommé c'est une place, un barbecue avec des côtes levées. Puis c'est renommé, c'est dans un dépanneur. OK. Puis c'est là depuis des années, puis ils ont gagné les meilleures côtes levées. Là, je m'ennuie de ça. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que des fois, quand tu te promènes aux États-Unis, puis tu as parlé de New York, quand on allait, exemple, à Newark, avec les capitales, c'est pas des endroits qui sont nécessairement accueillants. Puis j'avais trouvé que, entre autres, on est allé au Minnesota, c'était extraordinaire, mais quand on est allé au Missouri, puis on fait à Kansas City, tout près, parce que comme les deux Kansas City, il y en a un au Missouri, l'autre au Kansas. C'est complètement différent, les deux. Mais c'est incroyable comment tu te sens. Je trouvais qu'on se sentait chez nous très rapidement. Oui, non, c'est ça. Puis les gens, ils parlent, ils te regardent pas différemment. Puis la ville de Kansas City est vraiment belle. Il n'y a pas grand monde qui vont là à cause c'est le milieu des États-Unis, puis il n'y a pas vraiment de vol. Mais pour vrai, c'est une très belle ville. J'ai adoré. J'étais allé voir les Chiefs de Kansas City. Ma première game dans la NFL, c'est le stade le plus bruyant. Après ça, j'étais allé voir les Royals une dizaine de fois. Le stade, c'est magnifique. Est-ce que vous avez... Non, moi, je suis jamais allé, par exemple. C'est peut-être un petit check pour y aller parce que c'est vraiment un beau stade. Puis dans les années que tu es là, ils ont quand même une bonne équipe. Ouais, mais une année, ils avaient gagné. La 2015, sauf erreur, ils avaient gagné la Série mondiale. J'étais là en 2015, 2016, 2017. Fait que moi, quand je suis arrivé, toute la ville était s'emballait. Puis là, c'est plus la même chose, là, parce que là, évidemment, Hosmer, Kane et compagnie sont partis. La reconstruction, mais ça a été parce que les Warriors ont quand même une bonne équipe. C'est pas une équipe à gros budget non plus. Donc, quand la porte s'ouvre, là, il faut que tu en profites. C'est ça. Quand il y a 3-4 jeunes qui poussent et qui sont bons, les All-Stars, puis il faut que tu gagnes. Sinon, ils vont avoir peut-être une autre dizaine d'années, vingtaine d'années, ils vont peut-être avoir de la misère, on ne sait pas. Au niveau baseball, ça s'est-tu bien passé aux États-Unis? Oui, ça a super bien été. Dès ma première année, il fallait que je gagne mon poste. Ouais. Puis j'ai gagné mon poste, puis j'ai joué au 3e but la première année. Puis mon coach, dès le début, il m'aimait super. Je pense que j'étais son chouchou. Parce que les 3 années, il m'a super bien traité. Il a traité tout le monde bien. Ouais. Il était accueillant. À chaque début, quand on arrivait, il y avait un barbecue chez eux. Toute l'équipe était invitée, on soupait là. Puis il nous a traités comme ses enfants tout le temps. Fait que c'était vraiment, vraiment, vraiment une belle expérience. Puis j'ai gagné mon poste, j'ai joué toute l'année au 3e but. Puis ça a super bien été. Puis le fait de faire tes études en même temps que jouer au baseball, est-ce que c'est difficile? Pour vrai, l'école aux États-Unis où que j'étais allé, c'était vraiment beaucoup plus facile que ce que je fais en ce moment. Moins de cours. Moi, j'avais juste 4 cours par session. Puis c'est pas des cours de 3 heures, c'est comme ils splitent en 1h30, 1h30. OK. Fait que moi je trouvais ça plus facile, puis il y avait pas beaucoup de devoirs, beaucoup en classe, puis je trouvais que c'était plus facile. Puis même en anglais, ça se passait très bien à ce moment-là. Oui. Puis c'est vraiment la 2e année quand j'étais allé au Missouri que là j'ai appris mon anglais, puis ça m'a aidé pour les années à venir. Puis là, tu parlais de tes études ici. Là, tu étudies pour devenir arpenteur? Oui, arpenteur géomètre. OK, parfait. Ouais. Puis là, j'imagine qu'à quelque part, pour ton choix de carrière comme joueur de baseball, c'est comme l'idéal parce que là, il te reste quelques années à faire. Donc, tu vas à l'école l'hiver, puis tu peux jouer au baseball l'été. Oui, exact. Puis en plus,
à l'Université Laval, il y a un beau gym Oui. pour l'excellence, là, où que les Rougiards s'entraînent. OK. Puis j'ai l'opportunité de m'entraîner là. Fait que c'est une facilité, des machines à la fine pointe de technologie, tout. Fait que c'est vraiment le fun. Puis je peux poursuivre mes études, puis faire ma passion l'été. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. Il te restait combien de temps à l'école? Il me reste 3 ans. 3 ans? Ouais. Puis ensuite, il va y avoir un choix à faire? Peut-être. On verra rendu là. Exact. On espère que la carrière de baseball va se poursuivre le plus longtemps possible, là, mais on va voir dans 3 ans. Il va y avoir une année à faire. Là, je veux te parler, David, de ton... techniquement, tu as joué un match avec les Capitals. Tu étais en uniforme pour un match? Non, pour une semaine. Une semaine? Une semaine. Okay. Sam s'avait blessé. Oui. Ça avait pris 7 jours. Il y avait 6 games à domicile. OK. Fait que tu étais là pendant une semaine. Ouais. Il y avait un bon texte dans le Journal Le Soleil avec Olivier Bossé que j'ai trouvé fort intéressant parce qu'on apprenait beaucoup de choses. Puis je veux que tu me parles un peu comment tu as vécu ça parce que je pense que tu as grandi à Charlebourg. Oui. Ton rêve, ça aurait été de jouer en premier pour les Capitals. C'est tout à fait normal. Oui. Et là, on te libère, tu étais au courant, c'était prévu parce que Sam revenait. Mais ce qui m'a surpris, c'est que c'est toi qui as texté TJ pour dire je suis disponible si jamais tu as besoin. Dans le fond, tu sais, en étant dans l'entourage des Capitals, puis tu vois que là, tu as Craig Saint-Louis qui faisait un travail formidable. Puis c'est un de mes bons amis. Il faisait un travail formidable, puis c'était la recrue qui faisait toutes les positions. Fait que tu te dis, ouais. Tu sais, ils tasseront pas un Québécois pour prendre un autre Québécois qui font la même job. Fait que là, je savais que peut-être c'était pas le bon timing d'arriver puis être avec les Capitals. Fait que je sais qu'ils m'ont libéré, mais ils me gardaient dans l'entourage. Fait que, mettons, j'allais pas sur la route, mettons, avec eux autres, mais j'aurais pratiqué avec eux autres tous les jours, frapper les BP, faire peut-être être même sur le banc assis, puis juste être allé dans l'entourage. Mais ça me tentait... pas que ça me tentait pas, mais moi, ça me tentait de jouer. Fait que, c'est normal. Je veux dire, t'es jeune puis tu veux jouer, tu veux te faire valoir, même si c'est l'équipe pour qui tu aurais voulu jouer. Quand une autre équipe te donne une chance, il faut que tu apprennes. Exact. Puis je sais que moi, j'ai envoyé un courriel à René Martin, le DG, parce que il était DG des Aigles juniors quand moi je jouais contre les Aigles juniors. Donc j'ai envoyé un petit courriel à René parce que tu sais, je le connaissais un peu, puis je connaissais TJ parce qu'il m'a coaché. Puis donc puis le lendemain, il a dit, il en parle à TJ. Le lendemain, il m'appelle. J'étais à Montréal en train de jouer pour le Cactus dans la LBMQ. La Ligue senior. Ouais, exact. Parce que je voulais garder un peu des présences au bâton, des roulants puis tout. Fait que, il m'appelle, il me dit, demain, il faut que tu montes à Trois-Rivières, on a une blessure, puis on va te faire signer juste en attendant la blessure puis tout. Puis je suis arrivé là le lendemain. Puis là, commence une aventure. Exact. Puis, tu savais pas, pour à ce moment-là, tu aurais pu rester une semaine. Oui, exact. Ben, je savais pas à quoi m'attendre. Il m'a dit, on a une blessure, on sait pas, c'est un hamstring. Ouais. Fait que ça aurait pu durer. Des fois, c'est assez long. 4-6 semaines. Mais, fait que je suis arrivé là, puis finalement, c'était ça, 4-6 semaines. Mais je suis arrivé là, je connaissais personne. Dire salut, il n'y avait aucun Québécois. C'est vrai. Fait que tout le monde parlait anglais. J'étais comme, tout, mais ça a super bien été. Le monde était vraiment gentil, tout. Puis la première game, j'ai pas joué. Puis après ça, j'ai pas débarqué. Puis t'es quelqu'un qui a quand même la parole assez facile. Quand t'arrives dans un vestiaire chez les pros, est-ce qu'on change un peu de, je dirais pas d'attitude, mais est-ce que c'est-à-dire tu prends ta place puis tu laisses les pros dicter la chambre puis dire comment ça fonctionne? Oui, mais avant d'arriver, JP me connaît super bien, il dit que j'ai la parole facile, puis c'est ça qu'il t'a dit avant le podcast, mais il m'avait dit, tu sais, les recrues, des fois, les vétérans, tu sais, ils veulent pas trop que tu parles, fait que juste, dis pas trop de niaiseries. Regarde, fais juste faire tes affaires. S'il te parle, vas-y, parle. Puis, mais tu sais, parle pas trop fort. Puis fais juste prendre. Puis à un moment donné, ça va venir naturel. Mais quand j'étais venu avec les Capitals, tout le monde en partant, salut, tu viens de Québec. Puis commençait à essayer de parler français. Puis même quand j'étais arrivé à Trois-Rivières, c'est la même chose. Il y en a qui essaient de parler français. Puis tout. Fait que mon acclimatation, ça a super bien été. Puis à la base, je veux dire, quand tu performes sur le terrain, c'est là que tu te fais une place dans le vestiaire. Oui, exact. Quand tu joues intense, quand tu joues la bonne façon, parce que des fois, il y en a qui au pot first, il y en a qui trichent, mais qui. Oui, il y en a qui trichent, oui. Mais il y en a qui sont plus vieux que ça. Oui, puis il y en a qui commencent à accélérer quand le joueur d'Areco commence à jongler avec la balle. Exact. Mais tu sais, fait qu'il faut toujours la bonne façon. Puis moi, j'ai pas le luxe de prendre une journée de congé ou un lancer de congé. Il faut toujours que je me prouve. Puis, peut-être une mauvaise game va peut-être dire OK, on va le mettre 2-3 games sur le banc, on va en essayer un autre. Fait que faut tout le temps
en jouant de la bonne façon, en jouant intense à toutes les games, tu gagnes un peu de respect de tes coéquipiers. Puis tu as quand même eu une très bonne saison pour une recrue dans la Can-Am. Mais je sais qu'il y a eu un petit passage à vide à un moment donné. Ouais. Est-ce que c'était la fatigue? Est-ce que tu étais habitué à une saison aussi éprouvante, c'est-à-dire que tu joues à peu près 13 fois en 14 jours? J'avais joué une 55 matchs, je pense, au collège. OK. Ça, j'étais arrivé. Puis après 35 games dans les professionnels, là, ça a fait la descente. Parce que là, moins d'énergie, évidemment, t'as Ouais. pas beaucoup de temps pour récupérer non plus. Tu finis de jouer à 10h, t'arrives à la maison, il est rendu 11h. Le temps de relaxer, tu te couches pas avant minuit, puis là, le lendemain, c'est repartir, c'est le beat. Mais ouais, peut-être un peu de fatigue, puis tu sais, t'es jeune, t'as pas d'expérience, puis là, t'affrontes des gars qui ont joué 2A, 3A, puis des lanceurs un peu plus vieux qui avaient de l'expérience. Fait qu'ils te connaissent un peu plus, puis t'as moins d'expérience pour t'ajuster envers eux autres. Puis je pense que c'est la combinaison de tout, peut-être nerveux vu que t'es jeune, puis ça a juste été un mauvais mois après. Ah, ben c'est des choses qui arrivent à tout le monde au cours d'une carrière, puis ça arrive habituellement un petit peu plus souvent aux jeunes, comme tu mentionnes avec la fatigue puis tout ce qui vient. Je lisais que quand tu étais encore à Trois-Rivières, tu vis dans une famille d'accueil. Oui, famille d'accueil. Est-ce que tu es un des rares chez les je pense qu'il y a 3 ou 4 familles d'accueil. Okay. Puis c'est souvent les recrues qui vont dans les familles d'accueil. OK. Puis comment tu trouves ça? Moi, je suis vraiment chanceux parce que Jean-François, pour pas le nommer, il a une belle maison, puis il est pas souvent là parce qu'il y a une blonde qui habite à côté. Fait qu'il va souvent chez eux, puis il laisse la maison pas mal seul. Fait que on vit pas sur le même fuseau horaire parce que lui, il travaille beaucoup, il se lève à 5h, puis j'arrive après la game, puis il est déjà couché. Exact. Ouais. Fait qu'on se voit pas souvent, mais des fois, on se croise, puis il est number one. Il est là quasiment à tous les games, il m'encourage, puis j'ai tombé sur une belle famille d'accueil. Parce que la plupart des autres joueurs vont vivre dans des appartements? C'est les dortoirs de l'université. Ah, OK, parfait. Ils sont pas mal tous là. Il y a 4 chambres avec une cuisine, puis ils vivent tous là. Est-ce que ça ressemble à quoi? Parce que les gens ont souvent l'impression des fois que les joueurs de balle, comme tout le monde, t'aimes un peu sortir, t'es jeune, tout ça, mais il faut quand même être discipliné. Je veux dire, tu peux pas te permettre d'aller sortir en ville 3 fois par semaine. Non, parce que la fatigue va te rattraper peut-être pas le lendemain, mais peut-être une semaine après. Fait qu'il faut vraiment que tu sois discipliné. Le plus important, je pense, c'est vraiment manger et puis boire beaucoup d'eau. Okay. Pas d'alcool, mais boire beaucoup d'eau parce que tu deviens déshydraté beaucoup. Puis surtout que cette semaine, là, on est allé à Rockland, il faisait des 100 degrés, des 40 puis 38 degrés. Puis là, on joue à Québec, il fait encore chaud. Fait que boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau après les games pour être correct le lendemain. Puis il y a comme une autodiscipline qui doit se faire parce que t'as personne qui est là pour qui t'attend à la maison pour te dire t'es arrivé trop tard. Faut que tu disciplines. Puis le coach, il vous fait confiance. Exact, il nous fait confiance. Puis lui, il veut juste que le lendemain à 4h, tu sois là pour le BP puis tu donnes à 100%. Puis... Je veux que je fais une parenthèse sur TJ parce que tu le mentionnais, tu le connais très bien parce que tu étais coach avec lui. Moi, je le connais très bien comme joueur, comme instructeur ici. Je le trouve intense comme gérant. On dirait que c'est pas le même gars que, tu sais, puis je dis pas ça en mauvais termes, c'est simplement qu'il a l'air tellement intense comme gérant par rapport à ce qu'il est dans la vie de tous les jours. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est intense, mais c'est ça qu'il voulait apporter de changement comparé à l'année passée. L'année passée, il était beaucoup plus calme. Il parlait moins aux joueurs. Ben, pas parlait moins aux joueurs, mais il était moins proche des joueurs. Puis, ça allait vraiment mal. Là. On avait vraiment des. Je pense qu'à un moment donné, on a une séquence de 3 victoires en 35 matchs. Ouais, puis honnêtement, au début juillet, vous étiez presque éliminé de la course. Exact. Fait que, c'était frustrant. Puis, c'était comme. L'ambiance était vraiment différente. Puis, cette année, dès au camp d'entraînement, il est arrivé avec beaucoup d'énergie, une bonne attitude, il veut gagner, il a amené des joueurs en place qui ressemblaient plus à TJ que, mettons, des joueurs qui disaient qu'ils étaient supposés être vraiment bons. Et il voulait avoir du monde qui avait le même caractère que lui, la même fougue, la même intensité, parce que lui, il veut vraiment gagner. C'est un gagnant, puis il veut gagner, il veut pas perdre. Puis de ce que je comprends, pour l'édition 2018, il y a du caractère dans le vestiaire. Oui. Beaucoup de caractère, beaucoup d'intensité. Puis le monde aime ça s'amuser. Oui, puis les résultats sont quand même intéressants. Il y a eu des hauts et des bas, mais quand on va à titre de comparaison par par rapport à l'année passée, c'est le jour et la nuit. C'est pas comparable. C'est ça le plus le fun aussi. Oui, exact. Mais probablement tout le monde se parle. Il n'y a pas de clic, 3-4 gars d'un bord, 3-4 gars de l'autre. Tout le monde se parle, tout le monde a du fun. Puis ça paraît sur le jeu dans le terrain. Tout le monde se communique. Tout le monde veut que l'autre à côté réussisse et non qu'il se plante pour que moi je joue. Tu comprends? Tout le monde pousse dans le même sens, puis tout le monde a un rôle. Tout le monde accepte son rôle en ce moment, puis tout le monde pousse dans le même sens, puis ça augure bien pour le reste de la saison.
Comment tu trouves ça, la vie officiellement encore de recrue, là, parce que c'est comme 2 saisons complètes avant que tu deviennes un LS1. Tu sais, on ne se fait pas de cachette, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, les voyages sont pas toujours faciles non plus. Comment tu trouves ça? Tu trouves ça dur par moment ou parce que tu fais du baseball, tu dis non, moi j'adore ce que je fais? Ben pour vrai, c'est pas si dur. Tu sais, t'aimerais-tu mieux travailler, mettons, 8 à 5 à tous les 8 jours? 8 à 5, paysagement, chaleur, tu sais, non mais... Quand on se compare, on se console. On se console, puis ma passion, c'est le baseball, puis t'es payé à jouer au baseball. Fait que tu te lèves le matin, la seule chose que t'as pensé, c'est toi. Tu te lèves, tu déjeunes, tu manges, après ça, tu vas au terrain, tu frappes un peu, lances un peu, après ça, t'as la pratique au bâton, tu joues. Ça, tu te relèves le matin, puis... Fait jouer une autre game aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est le fun à tous les jours, même que des fois, juste la journée de congé, elle fait du bien, mais on dirait que ça te donne juste envie d'aller rejouer un autre game le lendemain. Tu pognes un beat, puis c'est vraiment bien. Et tu es genre arrivé de bonne heure au stade? Moi, j'arrive tout le temps environ vers 1h30. OK. Quand le match est à 7h. Oui, exact. Fait que j'arrive 5h30 avant, 6h30 avant. Fait que tu as ta petite routine jusqu'à temps qu'il arrive au pratique au bâton qui est habituellement aux alentours de 16h ou à peu près. Donc, est-ce que si une journée, tu arrives au stade à 3h au lieu d'1h30, ça va-tu sortir de ton plan de match? Non, c'est juste peut-être besoin d'un peu plus de sommeil cette journée-là. OK. Mais non, normalement, j'arrive tout le temps à 1h30. Je fais mes affaires. Je suis tout le temps... on est tout le temps deux qui arrivent pas mal tout le temps en même temps. Fait qu'on arrive... on met de la musique, on s'habille, souvent je distribue, mettons, les chandails si le clubier il l'a pas fait, je distribue les chandails. Après ça, je m'habille puis je m'en vais frapper. Puis après ça, souvent, je vais attraper des roulants. Après ça, je relaxe pendant 1 heure. Je m'en vais frapper la pratique au bâton. Puis après ça, on mange avant la game, puis la game. Puis le match puis le baseball, c'est quelque chose. Mais le vestiaire aussi, il y a un petit quelque chose de spécial. Quand tout le monde est là avant un match. C'est la musique. Il y a une ambiance qui est difficile à décrire, que c'est probablement une des choses, tu vas t'ennuyer le jour où tu ne joueras plus. Oui, d'après moi, ben, c'est sûr que juste jouer, être avec le... Tu sais, c'est une deuxième famille. Fait que, parce que tu sais, je vois plus mes coéquipiers que ma blonde, que mes parents. T'sais. Pendant une année, là, sur 115 jours, tu les vois 113. Tu as peut-être 2-3 journées de congé que tu les vois pas, mais sinon, tu les vois tous les jours. Fait que tu côtoies, puis c'est ta deuxième famille. Puis quand tu regardes la Ligue Can-Am, ce qui me fascine, c'est que tu vas, disons, par exemple, tu vas à Ottawa, on a un stade du 3A, on va à Rockland, qui est un stade fantastique. Tu vas au New Jersey, Sussex, c'est pas la même chose. On dirait que c'est une balade qui est toujours différente dans la Can-Am parce que les stades ne se ressemblent pas, les équipes ne se ressemblent pas. Puis, il faut être honnête qu'il y a des endroits où c'est pas mal plus le fun d'aller jouer que d'autres. Oui, exact. Mais moi, j'aime beaucoup Rockland. Juste parce que je suis gaucher. Puis la clôture est un petit peu plus proche. Ce qu'on appelle le short porch. Exact. Une clôture peut-être 4 pieds de haut. Il se frappe beaucoup de longues balles. Ouais, mais la moitié de mes circuits sont là. Juste dans cette petite area. T'es très honnête là-dessus. Très honnête. Regarde, je n'ai pas beaucoup, mais plus que la moitié sont là. Et les boulders sont capables d'en profiter aussi. Là, en fin de semaine, on a perdu sur un circuit dans le short porch, mais ça nous a fait mal beaucoup. Puis c'est un endroit où la balle voyage beaucoup, mais où il se passe beaucoup de choses dans les fins de match. C'est difficile de fermer les lignes. Des fois, ça me fait penser au Coors Field avec les Rockies, tellement la balle voyage. Mais juste pour dire aux gens, c'est que short porch à droite, monstre vert au champ centre. On a fait une espèce de passerelle à gauche qui ressemble un peu à ce qui se fait à Pittsburgh au PNC Park. Là. Écoute, c'est fantastique. C'est fantastique. C'est pour vrai, j'enlève rien au cachet de Québec, mais c'est un terrain naturel, puis c'est le plus beau terrain que... C'est un terrain qui était bâti, je pense, pour du 2A ou du 3 de New York. Mais finalement, ça n'a jamais eu lieu. Fait qu'ils ont mis une équipe indépendante, mais le terrain est impeccable et ils l'entretiennent à la perfection. Mais tu me fais penser, le gazon synthétique comme joueur d'avant-champ, c'est-tu quelque chose que tu aimes? Moi, ça met aucun faux bon. Ouais, c'est l'idéal. Je l'adore. C'est juste, c'est un peu dur. OK. Sur les genoux, sur les articulations. Pour les glissades. OK, tu veux dire même pour... Même quand tu joues, tu cours, tout, c'est un petit peu plus dur. Mais moi, j'adore parce qu'il n'y a pas de faux bon. Puis il n'y a pas moins de focus pour la balle, mais tu sais, t'es capable d'aller chercher plus de jeux, plus de balles, plus prendre de risques pour pas que la balle passe, parce que plus confiant que la balle va faire un beau bond, puis moi j'adore ça. Puis défensivement, le positionnement peut être un petit peu différent. Oui, exact, mais juste quand t'as des gauchers, t'es au deuxième but, tu peux jouer un peu plus loin, il n'y a pas de freeze. Fait que tu sais que ça va être le même bon. Fait que tu peux tricher un peu, jouer un peu plus loin, puis ça va te permettre d'aller chercher peut-être une balle plus loin.
Maintenant, chez les Aigles, tu as 23 ans, tu es deuxième année recrue, donc techniquement, l'an prochain, tu vas devenir un LS1. Ouais, ben, officiellement. Oui, parce que tu as déjà dépassé probablement déjà le nombre d'apparitions au bâton. Ça change beaucoup de choses parce que, sans dire que ça ajoute quand même une petite pression, les performances doivent être encore plus régulières quand tu deviens un LS1, mais je veux dire, j'imagine, puis tu l'as mentionné tantôt, tu es un gars qui vit au jour le jour, on verra rendu l'an prochain, mais je veux dire, ce que tu fais sur le terrain cette année, ton quasiment assuré d'un poste l'an prochain comme LS1, ils voudront, probablement que l'organisation fait jamais la confirmation avant le temps. Mais comment tu vois ça, les choses qui s'en viennent pour toi de passer de recrue à LS1 puis de peut-être devenir un joueur encore plus important dans l'organisation des Aigles? Ben c'est sûr que dès que tu tombes LS1, t'es rendu, tu sais, faut que tu joues à tous les jours. Parce qu'il y a 2 LS1, je pense. Ben tu peux en avoir un petit peu plus, mais... exact, mais tu t'as une place limitée. Tandis que les recrues, faut que t'en aies 5. Puis souvent, c'est un peu plus dur de trouver des recrues qui peuvent jouer. Puis tu sais, tout le temps 3 lanceurs, un catcher, puis t'as besoin de ton joueur d'utilité. Tandis qu'un LS1, ça peut être n'importe qui. Fait que tu te bats pas juste avec des recrues ou tu te bats avec tout le monde qui veut être LS1. Fait que, mais c'est sûr que dès que tu es LS1, faut que tu sois partant. Tu peux pas être un LS1. Absolument, ton 10e et 11e joueur sur le banc, ça va être des recrues. Ça va être tout ta recrue qui peut dépanner si ton champ droit puis ton arrêt-court puis tout. Fait que c'est sûr que l'année prochaine, ça va être une nouvelle saison. Comme je dis, j'essaie de vivre la saison tout de suite, mais c'est sûr que l'année prochaine, je vais revenir puis c'est sûr que je vais être partant puis il faut que je sois partant tous les jours. Puis cette année, c'était plus... oui, je m'entraînais pour être partant parce que tu veux être partant, mais c'était sûr que j'arrivais comme au camp, je vais attraper des roulants un peu partout. T'es comme plus le joueur d'utilité, puis je m'attendais plus à ça. Puis, mais c'est sûr que là, l'année prochaine, c'est sûr qu'il faut que je rentre, puis je dise, OK, je vais être partant, puis ça va être plus... D'après moi, la préparation va être pareille, mais plus centré sur être partant. Avec des attentes peut-être un petit peu plus élevées. Exact. Puis même pas juste l'organisation, mais envers toi-même. Envers moi-même, oui. Mais c'est sûr que l'année passée, j'ai pas eu les chiffres que je voulais. Mais c'est ma première année, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais cette année, je m'avais mis des attentes encore plus élevées. Puis j'aime ça mettre de la pression. J'aime ça. Tu réponds bien. Je vis sous la pression, fait que j'aime ça. Puis je m'avais mis des attentes, puis pour l'instant ça va bien, mais il faut continuer. Puis quand tu es arrivé dans la Can-Am, ça t'a pris combien de temps à te dire « je suis vraiment à ma place » Tu sais, il quand même, veut pas quand t'arrives, puis tu l'as mentionné tantôt, t'as des gars 2A, 3A, là t'arrives, tu te dis « est-ce que je suis à ma place » Ça t'a pris combien de temps, combien d'at-bats pour te dire vraiment « je suis capable de jouer avec ces gars-là » Ben j'ai comme été sur un petit nuage, parce que j'étais arrivé, tu sais, blessure dans une équipe perdante, puis boum, tu joues. Fait que c'était comme, OK, je suis là pour dépanner, blablabla. Puis là, tu joues 5, 10, 15, 20, 30 games. Puis là, tu joues en défensive, puis ça va... Tu joues à l'arrêt-court, une position que tu n'as pas joué depuis 3 ans, puis ça va mieux que ça n'a jamais été dans ta carrière. Puis là, tu es comme, crime, ça va bien. Au bâton, je frappais 300, ça allait super bien. Puis là, tu es comme... Puis là, après ça, boum, j'ai frappé le mur. Puis là, après ça, là tu étais sur un nuage, là, tu doutes un peu. Puis ça a pris peut-être 2 mois, 3 mois. Vraiment à la fin de la saison, quand j'ai recommencé à revenir comme j'étais, là j'ai dit OK, je suis capable de jouer là, puis l'année prochaine, je vais encore revenir encore plus fort. Et puis dans la séquence où ça allait un petit peu moins bien, t'arrivais-tu à la maison, dire tu te couches, puis tu pensais ça en disant qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être quelque chose que tu n'as pas vécu souvent dans ta carrière. Non, parce que normalement, j'ai jamais vraiment connu des départs canons. OK. J'étais plus le gars qui, après une quinzaine de games, frappait 100. Puis à la fin de l'année, boum, il explose, puis il arrête pas de frapper. Fait que c'était comme un peu nouveau pour moi qui arrivait. Boum, puis là, du succès. Puis là, après ça va être boum, sortir de ça a été comme plus dur parce que t'as la descente, mais après ça, ça stagne un peu, puis après ça, tu remontes. Fait que ça a été comme plus dur. Après les games, tu penses juste au baseball. T'en parles, mais tu veux pas trop en parler, mais t'en parles. Tu fais de l'extra, puis ça paye pas parce que tu te sens encore. Fait que tu viens quand même au terrain à la même heure, mais on dirait que des fois, tu penses beaucoup plus de négatif. Puis à quelque part, on dit toujours que le baseball est un sport d'équipe, mais qui est aussi individuel. Je pense qu'à un moment donné, c'est sûr que tu aimes gagner et tout ça, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu gagnes, je sais pas, 7 matchs de suite, mais toi, tu frappes pour 0,25 ou 0,50. C'est quand même dur sur le moral. Tu veux continuer à avoir le sourire et être un bon coéquipier quand même. Mais je le trouve encore plus dur quand c'est 0 en 25 puis tu perds 5 games. Parce que, au moins, quand le succès, c'est contagieux. L'énergie, c'est contagieux. Puis, juste, mettons, je donne comme exemple notre premier frappeur frappe un double. Là, t'es comme, mettons,
frappe un double, frappe un triple, frappe un circuit. Mais là, après ça, les joueurs, après, ils disent, finalement, le lanceur est peut-être pas aussi bon qu'il est. Boum, là, ça commence à. C'est un coup sûr, 2 coups sûrs, 3 coups sûrs, 4 coups sûrs. Puis souvent le succès est contagieux. Fait que, mettons que tu es dans une période creuse, puis ton équipe gagne, ça va être plus facile de t'en sortir parce que tu vois les autres réussir, tu vois les autres, fait que tu vois comment ils font. Fait que t'es comme des exemples, mais quand tu perds, quand tu t'as plus encore, t'es 0-5, là, tu perds, tu dis comme Colin, j'aurais pu peut-être aider, ça aurait peut-être. Quand tu gagnes, au moins tu dis ok, j'ai eu 0-5, mais quand on a gagné, puis le mal est remplacé. OK. Quand tu regardes certains joueurs, puis c'est le cas dans la plupart des équipes, les gars frappent toujours au même endroit ou à peu près, tu vas regarder à quel endroit tu es dans le line-up. Et toi, David, tu sais que tu vas être dans le line-up, mais je t'ai vu premier, je t'ai vu cinquième, je t'ai vu huitième. C'est pas quelque chose qui te dérange tant que tu es dans l'alignement? Non, pour vrai, non, parce que faut toujours. Le but, c'est toujours de se rendre, surtout moi, qui il y a de la puissance, mais je frapperai pas 15 circuits, 20 circuits. Fait que moi, ma job, c'est d'aller ses buts, il y a un go 2, il faut l'avancer. Fait que c'est pas mal tout le temps la même approche. Pour moi, c'est toujours la même approche, que je sois premier frappeur, que je sois 9e, que je sois 7e. C'est juste dans les différentes situations que ça va te porter. Si tu frappes premier, tu risques beaucoup d'avoir gossé les buts ou d'être toi à aller sur les buts. Tandis que quand t'es 7, 8, 9, des fois, t'as beaucoup de gossé les buts, fait qu'il faut que tu les fasses rentrer et tout. Fait que c'est juste des fois les situations qui sont différentes. D'apporter les ajustements. Mais l'approche est toujours j'ai pas mal toujours la même approche au bâton. Parce que comme premier frappeur, je dis souvent, tu vas être le premier frappeur du match, peut-être, mais après ça veut pas dire que tu vas être le premier frappeur d'une manche pour le reste du match. Exact, comme je pense que hier, ça a été une fois, je pense que j'ai été la première fois, puis après ça, j'ai tout le temps été frappé après, puis j'ai jamais été le lead-off. Le lead-off, c'est quand t'es le premier frappeur, c'est la première manche, après ça, c'est comme t'es un autre frappeur, tu frappes aux 17 tours. Puis probablement qu'avec le retour d'un gars comme Colon, tu vas te retrouver ailleurs dans la ligue. Je sais pas, on va voir. Tu es très à l'aise avec ça. Oui, ça n'a pas d'importance, tant que je joue. Oui, puis c'est ça que j'allais dire, parce que pour les plus jeunes, des fois, c'est à chaque jour, tu vas voir le line-up, est-ce que je suis là, est-ce que je suis réserviste. Juste de savoir que tu es dans l'alignement, puis un mauvais soir, tu es 0-5, 3 rétro-bâtons, tu sais qu'il n'y a pas de problème, tu vas être là le lendemain. Exact, mais c'est comme la première game de la série, j'étais premier frappeur, puis c'était comme la deuxième fois de l'année que j'étais premier frappeur. Puis la première fois, ça avait quand même bien été contre les Capitals, j'avais bien joué, mais là, cette année, c'est la dernière, avant-hier, je pense que j'étais 0-5. Fait que là, j'étais comme, une grosse journée, un petit strikeout, pas frapper la balle tant solide que ça. Puis là, arrivé le lendemain, puis tu fais, il m'a encore mis premier, il m'a encore mis, garde, hey, vas-y, puis amuse-toi. Fait que là, j'étais comme, oh! Ça donne une petite clap dans le dos, c'est le fun. Puis, je veux dire, ça arrive à tout le monde, des mauvaises séquences. Je regardais Brennan dans les 2 dernières journées, 0-9, 7 cas. Alors, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Non, exact. Puis, je veux dire, c'est une pièce importante de notre aliment. Il frappe tout le temps 3-4. Puis, au début de l'année, pourquoi on a eu tant de succès, c'est qu'il a frappé des longues balles, il a frappé des gros circuits, il a frappé des doubles. Puis, c'est encore notre meilleur. Juste dire que, je pense que dans le dernier mois, il a pas frappé bien, puis c'est encore lui qui est leader dans les circuits, les RBI, puis les points produits. Fait que c'est une pièce importante, puis il travaille fort, puis on espère qu'il revienne rapidement. Il a les bras à peu près gros comme mes cuisses. Oui, les miens aussi. C'est assez costaud. Bon, la suite des choses pour toi, David, quand tu regardes, tu t'as parlé, tu gardes toujours un espoir, une porte ouverte si jamais il y avait un appel pour le baseball affilié. Est-ce que le coaching dans le baseball peut être quelque chose qui t'intéresse, qui t'a vraiment donné le goût de ce que tu as connu avec le sport-études? Oui. C'est sûr que moi, quand je sais pas coacher, mettons, professionnel, mais c'est sûr que dès que je finis de jouer au baseball l'été, c'est sûr que je veux coacher. Je sais pas si ça va être coacher dans le baseball mineur ou midget 3 ou peu importe, là, mais c'est sûr que le coaching, j'adore ça. Puis tu apprends énormément des gens que tu as côtoyés dans ta carrière. Puis même, tu apprends... tu sais, c'est une nouvelle... Tu apprends à une nouvelle... je veux dire, tu enseignes à une nouvelle génération, tu sais. Puis juste apprendre à comment expliquer à un jeune de différentes façons, parce que on est rendu que c'est plus comme avant que c'est la même chose à tout le monde, puis mais tu sais, c'est rendu, il faut que tu expliques de 4, 5, 6 différentes façons, parce que c'était 6 gars différents devant toi qui vont peut-être comprendre. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est t'as juste besoin d'un mot ou une phrase à quelqu'un pour faire changer toute sa faute. Fait que c'est tellement le fun d'essayer de les rendre meilleurs. Puis d'un jour, peut-être eux autres te dépasser. Ça peut très bien arriver. Exact. Est-ce que peut-être les jeunes, tu as 23 ans, est-ce que toi, tu t'intéresses aux statistiques avancées? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout? Non, mais je veux dire, moi, je veux juste savoir lesquels tu parles. Non, mais parce que moi, je fais partie de l'autre génération. Okay. J'arrive à 40 ans.
Et je suis pas un maniaque des statistiques avancées parce que je trouve qu'à un moment donné, c'est un petit peu trop. Toi, tu joues, tu regardes ta moyenne, ton présence de pourcentage sur les sentiers, circuit pour un produit but volé. Souvent, pour un joueur, c'est en masse. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils vont tenter de pousser ça pour dire, regarde, j'aurais dû frapper pour tant selon les statistiques avancées. Moi, la seule chose, j'en ai une coupe que j'aime. J'aime beaucoup ça, les statistiques. Je regarde quand même ça souvent, mais je regarde tout. Là, même baseball majeur, je disais que je suivais pas tant que ça, mais j'aime ça regarder c'est qui. Altuve, est encore le meilleur? Mais moi, la statistique que j'aime le plus, c'est ta moyenne with runner in scoring position. Oui. Donc, ta moyenne avec des coureurs en position de marquer, ça, c'est révélateur souvent. Pour vrai, c'est la plus révélateur. C'est elle que tu vois qui est là quand on a besoin. Vas-tu frapper le gros coup sûr ou. Fait que moi, j'aime ça le regarder. Je la vois pas souvent, mais quand il y en a qui le disent à radio, ou parce que j'aime ça regarder les matchs, qu'est-ce qui est arrivé, les présences au bâton. Moi, je regarde tout le temps mes matchs après les games pour savoir, OK, il lançait comme ça. Je me rappelle toutes mes présences au bâton, mais tu sais, OK, mon swing, OK, j'aurais peut-être dû faire. Fait que moi, j'aime ça regarder, puis ça me permet de voir, mettons, j'ai de la misère avec des coureurs. Est-ce que je change mon approche au bâton? Ah oui, OK, je suis plus agressif, moins agressif. Fait que j'aime ça regarder cette statistique-là. C'est quand même intéressant, parce qu'à un moment donné, on est rendu très loin dans les statistiques avancées. Il faut en prendre et en laisser. C'est ça, des fois, il y en a qui en parlent, puis je suis comme, on je ne connais pas. C'est ça. Exact, comme le WAR. Le WAR, tu peux faire rapidement, win above replacement. Alors, ça veut simplement dire que si, par rapport aux joueurs moyens à ta position, combien de victoires de plus tu pourrais donner à ton équipe? Alors, je la connaissais. Je la connaissais, je l'entendais, mais je savais pas ce qu'elle voulait dire. Mais tu sais, de faire tous les calculs, c'est beaucoup plus complexe. Mais les meilleurs joueurs du baseball majeur, souvent, vont arriver à la fin de l'année avec un 7 ou 8 de WAR. Ça veut dire que tu permets à ton équipe de gagner des matchs de plus. Puis les moins bons, il y en a qui vont être dans le négatif aussi. Exact. Mais ça reste toujours relatif. Je pense que des fois, il faut que tu vois les matchs, il faut que tu vois certaines choses pour te donner une meilleure idée que des chiffres sur un papier. Exact. Mais tu sais, il y a aussi l'autre statistique peut-être que je regarde aussi, c'est il y en a une sur le site, c'est run created. Combien de points que tu as produit ou que tu as fait un bon, ça te donne je sais pas c'est quoi le calcul, là, mais j'aime bien aussi. Puis je pense que ça existe même en défensive aussi. Oui, exact. Sauver, exact. Si tu plonges à 2 retraits puis le gars ne score pas, finalement, ça, du deuxième but, tu plonges puis le gars il rentre pas au deuxième but, puis après ça ils font un retrait, ça donne. Mais j'aime mieux ces statistiques-là que la moyenne, toutes les autres statistiques avancées. Là. Mais ça me fait penser un peu à la philosophie de Michel Laplante à une certaine époque, parce qu'il disait toujours, je vais prendre un frappeur de 230 au lieu de 280, parce que sur 100 présences, c'est juste 5 coups sûrs de plus. Et défensivement, si le gars est de loin supérieur, il va peut-être te sauver beaucoup plus de points. Je suis tout à fait d'accord, puis tu sais, c'est fou, mais un frappeur de 250 puis un frappeur de 300, mais c'est 30 coups sûrs au lieu de 24. C'est pas une grande différence. C'est 5 coups sûrs. Fait que c'est 5 présences au bâton, mais tu sais, si le gars il frappe 250, mais il est 385 avec des coureurs en position de marquer, t'aimes peut-être mieux le prendre lui que le gars qui frappe 300 puis qui fait juste 40 ses buts, mais il ne compte pas de points, il vole. Fait que ça dépend toujours de la philosophie de l'entraîneur souvent. Puis. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite quand tu regardes ta saison? Évidemment, tu as dit que tu avais quand même des objectifs personnels. Il y a toujours des objectifs d'équipe qui est pas mal le même pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison 2018? Premièrement, faire les séries. Oui, c'est plus le fun un peu. Oui, exact. Jouer un peu plus longtemps. 100 games, c'est le fun, mais pourquoi pas en jouer 105 puis avoir un autre championnat à Trois-Rivières. Mais ça me fait penser, y a-tu des... Je sais que tu aimes assez le baseball, probablement pour que tu me répondes non, mais y a-tu eu des journées l'année passée où c'était plus difficile de se lever puis d'aller jouer au baseball parce que vous êtes à 18 matchs de faire les séries? C'est différent? C'est différent. Ouais. C'est pas que t'as pas hâte de jouer, mais tu tombes dans une mentalité que, mettons, t'arrives, tu commences la game, puis là, t'es vraiment excité tout, puis là... 3 points après 3 manches, tu perds 3-0, t'es comme encore. Tu tombes dans encore, puis c'est ça qui est dangereux avec des équipes. Tu tombes dans des non, pas encore, ça se passe encore. Fait que c'est ça qu'en plus cette année c'est le fun parce que premièrement, je souhaite à notre équipe qu'on gagne puis qu'on passe sur une bonne séquence. Parce que en ce moment, c'est ça la constance. On n'est pas vraiment constant. On va gagner 3 séries de suite, on va en perdre 3 séries de suite. Fait que on n'est pas constant, mais juste. On a une bonne mentalité, puis on l'a pas, celle-là. T'sais. On se fait accorder 2 points, mais on sait qu'on est à une longue balle, 2-3 coureurs de changer la donne. Fait que
c'est ça, une bonne saison, c'est Ouais. ça que je souhaite. Puis la mentalité a changé par rapport à Oui, l'an exact. passé aussi. Ouais. Là. C'est en dire qu'il y avait des joueurs qui étaient. Tu sais, des joueurs qui tiraient peut-être beaucoup d'énergie pour le monde, là, Ouais, exact. qui sont partis. Ouais, Puis là, ça a assaini un peu l'air dans le Oui, vestiaire. exact. Là. Tout le monde se parle, tout le monde est plein. Dernière petite chose, c'est. Bon, tu parlais tantôt, tu finis tes études. Ouais. Quand le marché du travail arrive, est-ce que, par exemple, je vais te donner l'exemple du baseball senior, est-ce que tu penses que dans ta vie, tu vas avoir besoin de continuer à jouer au baseball, peu importe ce que tu fais? Ça, je sais plus. Je sais plus. Moi, je me suis dit, je vais jouer au baseball le plus longtemps possible, mais rendu là, on va voir, là, parce que ça va juste dépendre de tout. Parce que, tu sais, je sais pas, est-ce que je vais. Après mon baseball, est-ce que je vais vouloir encore jouer ou je vais vouloir peut-être lancer? Je vais pouvoir, Ça dépend où tu travailles. Exactement. Est-ce que je travaille dans une place que le baseball est plus loin? Ouais. Est-ce que je travaille à Québec? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un petit rêve caché quand même de venir finir ta carrière à Québec? Seul l'avenir. Sans rien enlever aux gens de Trois-Rivières. Non, je sais, seul l'avenir nous le dira. Là, mais c'est quelque chose que tu aimerais quand même si c'est c'est sûr possible. que ma famille est ici, puis c'est plus proche. Tu sais, j'habite à 10 minutes du stade. Fait que... Puis quand les aigles viennent ici, tu restes je reste chez nous. Je fais pas parce que c'est voyage tout le temps. Mais moi, je reste à Québec. Ça doit être assez plaisant, ça. Ouais, Par exemple, coucher à la maison, dans son lit, avec quand tes parents sont là, puis ta mère te fait déjeuner, c'est parfait, ça. Ah, ben là, elle rendue à 23 ans, elle fait pas tout le temps à déjeuner, tu sais, elle travaille. Oui, mais c'est sûr que si c'est la fin de semaine, des fois, j'ai peut-être mon petit œuf avec mon petit bacon. Puis ça fait du bien de revoir tout le monde, ouais, de savoir qu'ils vont être là le soir aussi. Exact, tout le temps au game. Mais mes parents, eux autres, ils voyagent souvent. Là. Ils en manquent pas souvent des games. Ah, oui, la semaine passée, ils sont venus à Rockland. Ah oui. Ouais, là, ils sont ici. Puis toute la semaine, d'après moi, ils vont venir à Trois-Rivières. Ils font les allers-retours. C'est le fun pour un joueur, puis pour c'est un soutien. C'est le fun pour eux autres ouais, aussi. Exact. Mais c'est un soutien. Ouais. Tu sais que c'est tes parents les plus grands fans, puis que dans une mauvaise game, t'as ta maman qui te texte après, qui te dit c'est pas grave, mon petit loup. Ouais, je sais pas, fallait pas que je le dise, mais elle m'appelle mon petit loup, puis lâche pas, puis demain ça va être. C'est le fun de recevoir des petits. Parce que j'allais te demander, tu dois pas pouvoir leur parler après tous les matchs non plus. J'y vais tout le temps. Ah oui, t'as Toutes toujours les le games, temps. je lui parle tout le temps. Même après chaque game à Trois-Rivières, souvent je reste à côté, je parle à mes parents. Puis s'il y a du monde qui vient de parler, je parle avec. J'aime ça parler. Oui. J'aime ça, puis même que je parle avec les partisans. Puis dans le monde du baseball, tu apprends assez vite que tu sois 0-5 ou 4-5, le lendemain, ça recommence. Donc le soir même, il faut que tu prennes le temps de faire ce que tu aurais fait, peu importe le genre de match que tu as. Exact. Puis souvent c'est ça que le monde regarde, ils font hey, même s'il est 0-5, quand même le sourire va quand même parler. Tu sais, comme. T'as 3 strikeouts, une mauvaise journée, mais tu vas quand même parler à le monde qui sont venus te voir. Puis moi j'aime ça, c'est ça que j'aime ça. David, merci beaucoup. Ben non, merci à toi. C'était très intéressant. Merci. Alors, David Laude, numéro 14 des Aigles de Trois-Rivières, qui était notre invité pour le podcast Derrière le marbre, la 11e édition. Merci et à la prochaine.